Quelles sont les conditions nécessaires à la fusion de la péridotite? On revient à ce document que vous connaissez. Des géologues ont maltraité la péridotite, l'ont compressée, l'ont chauffée, les deux en même temps, et ont regardé si elle entrait en fusion et à partir de quand. Et le résultat, le voilà sous forme de graphique. Donc on a l'état solide dans ces conditions-là, si on est dans ces conditions de température et de pression. Par contre, la péridotite entre en fusion partielle lorsqu'on est dans ces conditions et elle est totalement liquide ici. Donc nous, ce qui nous intéresse plus, c'est cette courbe ici, donc le solidus. C'est ce qui limite le domaine solide du domaine de fusion partielle. Quelles sont les conditions qui règnent à 4 km de profondeur sous le plancher océanique? Eh bien, la pression y est relativement faible. On est là, on est dans une zone peu profonde, donc évidemment la pression va être plus faible. Pour connaître la température, il faut se pencher sur le géotherme, c'est-à-dire cette courbe qui nous donne la température en fonction de la profondeur. Au niveau d'un plancher océanique moyen, voilà le résultat. Et on s'aperçoit que à faible profondeur ici, eh bien, on est toujours dans le domaine solide de la péridotite. S'il fallait que la péridotite fonde, eh bien, il faudrait que la température soit beaucoup plus élevée à ces faibles profondeurs, ce qui, logiquement, n'arrive pas la plupart du temps. Sauf que, effectivement, au niveau des dorsales, justement, il y fait beaucoup plus chaud. Alors, voilà un document dans votre livre qui n'est pas très simple. Vous avez une carte, donc en surface, qui vous donne, on reconnaît les continents, l'Amérique, l'Afrique, au milieu la dorsale médio-océanique, et puis on a fait une coupe à ce niveau-là. Voilà, et la coupe, la voici. Donc là, on a en profondeur, on a la vitesse des ondes en profondeur. Lorsque les ondes sismiques vont à des vitesses moyennes, vitesse attendue, on a ces couleurs-là. On est dans le jaune, à peu près jaune-orange. Par contre, lorsque les ondes vont plus lentement que normalement, que la moyenne, on indique des couleurs en rouge. Et inversement, quand elles sont anormalement élevées, leur vitesse est anormalement élevée, elles sont en bleu. En fait, ces couleurs traduisent traduisent la vitesse des ondes, mais aussi le rouge et le bleu, symboliquement, ça nous fait penser au chaud et au froid. Alors, quel rapport? Parce que lorsqu'une onde est ralentie, en fait, c'est dû à la diminution de la densité de la roche, et cette diminution de la densité, en fait, traduit sa température. Les ondes sont ralenties lorsque les roches sont anormalement chaudes. Les ondes sont accélérées quand les roches sont anormalement froides. Donc, grâce à cette technique qu'on appelle tomographie sismique, on peut repérer les zones plus chaudes et les zones moins chaudes au niveau des profondeurs de la Terre. Et on voit qu'au niveau de la dorsale, jusqu'à 300 km à peu près, 200-300 km, et jusqu'à la surface, on a du plancher océanique, on a une zone beaucoup plus chaude que ce que l'on a normalement à ces profondeurs. Donc en fait, sous le plancher océanique des dorsales, jusqu'à 300 km, on a une anomalie thermique positive. La température y est anormalement élevée. Du coup, le gradient géothermique est le suivant. Et on s'aperçoit que, contrairement au géotherme moyen qu'on voyait ici tout à l'heure, qui suivait ce trajet-là globalement, eh bien ici, le géotherme recoupe le solidus. C'est-à-dire que ici, à ces profondeurs-là, donc par exemple à 80 ou à 70 km, la péridotite est à une température qui lui permet de fondre, d'entrer en fusion ici. Donc on le voit ici. J'ai mis c'est à peu près entre 20 et 100 km de profondeur. La température est suffisamment élevée pour que la péridotite fonde. Alors attention, il faut que non seulement la température y est suffisamment élevée, mais la pression n'est pas trop
trop élevée, elle, puisqu'on voit ici, par exemple, cette température, la péridotite ici est plus chaude que là. Donc à 160 km, la température est plus chaude qu'à 80 km. Bon, à peu près. On va dire qu'il y a la même température. Pourtant, à 160 km, la péridotite ne fond pas, alors qu'à 80 km, elle fond. La raison en est évidemment la pression. La pression s'oppose à la fusion. Donc ici, on retrouve le même document et j'ai rajouté ici une coupe qui vous montre des isothermes. Les isothermes, ce sont des lignes d'égale température. Et il y en a un d'isotherme qu'il faut absolument suivre, c'est l'isotherme 1300 degrés, parce que la LVZ correspond à cet isotherme. Vous avez tout le manteau qui est en vert, et la croûte est en blanc, ici, la croûte océanique, avec la dorsale à ce niveau-là. Eh bien, la limite entre la lithosphère et la sténosphère, eh bien, c'est cette LVZ ici, c'est cet isotherme-là. Voilà, donc ici, on a la lithosphère et ici, on a la sténosphère. Donc en fait, à quoi est due cette augmentation de température? Alors, on voit ici que l'isotherme 1300 degrés figure cette augmentation de température, puisqu'à faible profondeur, on atteint 1300 degrés, alors qu'ici, si on s'éloigne de la dorsale, il faut creuser plus loin pour atteindre la température de 1300 degrés. Donc il y a une remontée, on dit qu'il y a une remontée de l'isotherme 1300 degrés, ce qui veut dire qu'en gros, il fait plus chaud ici au niveau de la dorsale que loin de la dorsale. On voit que l'isotherme 1500 degrés remonte aussi. En fait, ça traduit le fait qu'il y a une remontée de la sténosphère. Cette remontée de la sténosphère, donc ce sont des roches, c'est de la péridotite chaude qui remonte, chaude mais déformable, solide mais déformable. Cette péridotite remonte ici, elle remonte suffisamment lentement pour garder une température élevée, donc au moins 1300 degrés, à de faibles profondeurs, ce qui va provoquer sa fusion. Donc la zone de fusion, elle est ici. Cette zone de fusion ici, qui est là, en coupe, ça donne ça. La même chose sur votre livre, vous avez des documents dans votre livre, je passe vite, vous le regarderez à tête reposée. Donc en bilan, la divergence des plaques de part et d'autre de la dorsale entraîne une dépression qui elle-même entraîne une remontée de la sténosphère sans perte de température. Donc on a de la sténosphère, de la péridotite chaude à 1300 degrés à des profondeurs de 80-70 km. À ce moment-là, entre l'équilibre pression-température est tel que la péridotite peut entrer en fusion. Ça va donner un liquide, on est à plusieurs dizaines de kilomètres à ce moment-là, mais le liquide, lui, va remonter plus vite que la péridotite elle-même, et on va avoir une accumulation de ce liquide à basse profondeur. Si ce liquide formé donc cette fameuse chambre magmatique qu'on a vue tout à l'heure, si ce liquide atteint la surface, il va refroidir vite et il donnera le basalte. S'il reste dans la chambre magmatique, refroidir lentement, il donnera le gabbro. Et la partie non fondue de la péridotite, de la sténosphère, eh bien, elle donnera le manteau lithosphérique. Voilà, des documents dans votre livre. La fusion partielle, elle est ici. Elle commence dès ses profondeurs, même plus bas. Le magma remonte. Il atteint la surface, le basalte. Il reste à cristalliser en profondeur. Il donnera le gabbro. Basalte et gabbro ici. Et en dessous, en fait, la péridotite qui est ici, qui a fondu partiellement, c'est toute cette péridotite-là, eh bien, elle va finir par redonner le manteau lithosphérique au fur et à mesure qu'elle va s'éloigner donc de la dorsale. On voit ici des édifices volcaniques, vous voyez des petits volcans, là où il y a un afflux de magma à la faveur de failles. Il peut y avoir une accumulation suffisamment importante de magma pour former ces petits édifices volcaniques. Autre document dans votre livre qui résume aussi les événements. Donc, alors si on aurait dû mettre des chiffres, donc 1, écartement, d'où dépression, 2, remontée de péridotite solide,
La péridotite solide est encore suffisamment chaude, entre en fusion. Le liquide produit arrive en surface, forme donc le magma qui lui-même va donner la croûte, le reste donnant le manteau lithosphérique. Vous avez ici un document toujours dans votre livre qui compare les dorsales lentes et les dorsales rapides. Donc les dorsales lentes, l'exemple type c'est la dorsale atlantique avec une petite chambre magmatique, une remontée lente de la sténosphère. L'écartement en fait est lent. On a une belle vallée axiale séparée par des failles normales. À droite, on a une dorsale rapide, donc l'écartement lui-même est rapide. La chambre magmatique va être plus importante, enfin la fusion partielle sera plus importante, il y a une remontée plus importante de la sténosphère. Il n'y aura pas de vrai rift, mais beaucoup de fractures, avec des fossés d'effondrement quand même, mais moins larges que le rift. Et dernier schéma, voilà, qui retrace un petit peu l'ensemble de ce qu'on a vu. Ici, on voit donc l'arrivée de la lave à la faveur des failles, qui vient ici en surface. Alors, surface du plancher océanique, mais donc c'est au contact de l'eau, et ça forme l'épilolava ici. On voit bien que la dorsale est plus gonflée, plus en relief que le reste de la lithosphère. On voit que la lithosphère s'approfondit quand on s'éloigne.